Joël, bonjour à chacune et chacun. Merci pour la confiance, pour revenir. Effectivement, j'étais venu, c'était en octobre 2020, après le premier confinement. On était une trentaine à peu près. C'était à, à Roissy. Et effectivement, le texte que vous avez dans le premier numéro de la revue est issu de cette première conférence. Donc, je vais repartir rapidement sur cette, ces notions de valeurs émergentes. Joël, combien de temps tu nous donnes là? Parce que... Oui. Oui. Bon, c'est un peu court, hein, mais on va faire avec. Donc, je reste avec vous toute la journée pour discuter ensuite sur ceux qui le souhaitent. Et donc, je vais aller beaucoup trop vite pour des notions qui demandent du temps, puisque ce que je vous propose, enfin ce que nous vous proposons là avec cette notion de philosophie, puisque Christophe l'a redit, effectivement, ce qui nous réunit avec Joël, c'est d'être à la fois des faiseurs, mais aussi des penseurs. Donc à la fois des philosophes et des ingénieurs. Donc c'est très bien que Catherine, en tant qu'ingénieure, prenne la suite, parce qu'effectivement c'est ce métissage-là où moi voilà, c'est dans mes différentes fonctions professionnelles, j'ai toujours essayé de tenir pensée et action en permanence. Donc ça continue. Je vais peut-être la première dia, enfin il y a deux dias que je vous propose. D'ailleurs, vous avez les documents qui vous ont été donnés là, l'image des 9 valeurs émergentes. Donc je repars de ça. Alors quel est le propos? Le propos, c'est d'essayer de comprendre comment dire, dans quel bazar on se trouve aujourd'hui dans notre société. C'est compliqué, c'est opaque. Nous sommes perdus plus ou moins les uns les autres. Et c'est moi comme vous, hein, et depuis une bonne dizaine d'années, je développe une pensée pour essayer de comprendre ce qui se passe, trouver des lignes de force. Et c'est ceci que je propose à différents endroits, comme ici avec vous ce matin. Donc l'idée fondamentale, et donc ce qui est un peu dans l'article d'ailleurs, c'est ma proposition avec d'autres. Succès à Consponville, là, c'est quand même un grand honneur pour moi. J'ai pas cette, voilà, j'ai pas cette aura. Néanmoins, je pense que Consponville n'est pas trop loin de penser un peu la même chose. Ma proposition, c'est que nous sommes en train de changer de civilisation. Cette notion de métamorphose que j'utilise beaucoup, et l'idée que un monde se termine, une société se termine fondée sur des valeurs qui fut formidable, mais ça marche plus et une nouvelle apparaît. Voilà. Et nous sommes un peu dans le passage, nous sommes un peu dans le tunnel, un peu le nez sur le guidon, et on voit pas bien clair. On voit seulement que ça se brouille et que de la confiance, de l'espérance passée ne marche plus, et que la plupart d'entre nous, on est un peu perdus. Quand je dis nous, c'est les personnes, mais c'est aussi les organisations, c'est les entreprises, c'est les institutions. Donc c'est cette pensée-là que je développe depuis voilà, une bonne dizaine d'années pour essayer moi-même de m'y retrouver. Et que je viens du monde public ou parapublic, et j'ai vu ce monde, en fait, du point de vue intellectuel, de tous les cas, quelque part s'effondrer. C'est ça qui m'a mis en mouvement. Comment ça se fait que le corps des ponts et chaussées, moi, voilà, c'est une casquette que j'ai eue sur ma tête, que j'ai déposée depuis. Il y a toujours, hein, ça existe toujours. Il y a même une Premier ministre qui en est issue. Donc c'est assez étonnant, mais c'est assez logique pour moi que ça se passe comme ça. Mais ce corps des ponts et chaussées qui fut vraiment bénéfique pour notre société, comment ça se fait que ça va plus, quoi? Voilà, c'est ça qui m'a mis en mouvement. Donc ça, je ne vais pas raconter toute cette histoire, mais c'est ça le cadre de fond. Et là, je vais passer du côté des émergences. Donc il y a des côtés des effondrements intellectuels, philosophiques, spirituels, institutionnels, qui sont pour moi inéluctables et qui ne peuvent que s'aggraver. Donc si on est de ce côté-là. Et il y a de l'autre côté des émergences pleines de vitalité, pleines d'énergie, pleines de beauté, mais qui sont encore dans les marges, mais qui nous traversent tous les uns les autres. Et Palm, et c'est vraiment, je trouve ça formidable dans votre aventure depuis 25 ans, c'est que vous êtes en train de passer quelque part. Enfin, Joël particulièrement, mais vous tous forcément en même temps si vous êtes là. Et dans les mots qui ont été utilisés ce matin, il y a déjà des éléments de ces émergences. Donc il y a de la continuité, mais il y a aussi de la discontinuité. Et cette discontinuité, nous avons du mal à la penser parce qu'elle est douloureuse aussi. Parce qu'il faut laisser tomber des choses, faire des sauts, faire des bonds. C'est un peu ça que je vous propose dans cette notion de changement de civilisation. Alors là, ces valeurs émergentes, elles disent valeurs au sens
au sens latin du mot de valeur, de force de vie, d'énergie de vie, de fondement, sur lequel on se pose sociétalement. C'est des valeurs sociétales. Après, les organisations, les personnes, elles ont des éléments plus précis dans ces valeurs sociétales. Je vais aller très vite. Ceux qui, vous étiez quelques-uns à être présents là, il y a 1 an et demi à Roissy. Je vais partir de là et puis vous emmener dans une autre approche qui, toujours sur cette même idée d'essayer de penser cette mutation. Trois colonnes, le soi, le nous, le tous. Bon, ce sont dimensions humaines, l'individuel, le communautaire ou le commun, hein, et puis le sociétal. La notion d'individuation, c'est une notion vraiment clé. C'est-à-dire que dans ce monde qui vient, alors on l'appelle le monde qui vient, la civilisation de la vie, hein, puisque le titre qui a été utilisé sur la revue, c'est le monde qui vient, c'est cette expression-là. C'est la notion que chacun d'entre nous, eh bien, et donc notamment nos enfants, pour ceux qui ont un peu quelques cheveux blancs, mais c'était déjà un peu le cas pour nous, mais encore a fortiori pour les jeunes d'aujourd'hui, eh bien, cette quête de réussir sa propre vie singulièrement, mais nous ne pouvons le faire que parce qu'on est en relation de faire avec les autres. Nous pouvons nous réaliser, je ne peux me découvrir, me réaliser, m'individuer singulièrement que parce que je fais quelque chose, je travaille, j'entreprends avec toi, qui toi-même t'individue dans un mouvement continu. Donc le mot d'individuation, vous avez le sion en français qui est c'est toujours en train de se faire. C'est pas l'identité. L'identité comme c'était arrêté. Non, c'est toujours en train de se faire. Et cette individuation, elle ne peut se découvrir que parce que je suis dans un collectif. Et donc ce miracle, à mon avis, qui est vraiment fondamental du temps qui vient, c'est que nous, les Occidentaux, qui sont basculés du côté de l'individualisme, eh bien, on retrouve du collectif, de la coopération, et notamment dans l'entreprise, je reviendrai sur ce mot-là, et c'est là que je me réalise. Donc c'est cette notion de individuel et collectif en même temps que signifie ce mot d'individuation, mais on est chacun singulier, et si ça, c'est pas pris en compte dans le collectif, je me donne pas. Si Pierre égale Paul, ça va pas. Mais Pierre va avec Paul, va avec Jeanne, va avec Zoé. Voilà, cette notion d'individuation. La notion de corporéité, c'est que, je vais très vite, mais nous ne sommes pas des paquets de big data. Voilà. Nous ne sommes pas que des 0 et des 1, comme justement la modernité avec le transhumanisme essaie de nous le faire croire, cette continuité. Je suis un corps de chair, vivant, sensible. Cette notion de corporel, charnel, redevient très importante. Voilà. Et donc, il y a une discussion, on pourrait dire, une confrontation entre le charnel, le corporel et le numérique. Et on est pris dans cette tension-là actuellement, très fortement. Mais dans ma proposition, c'est dans ce monde qui vient, l'aspect vivant, parce que c'est un mot-clé, va redevient absolument fondamental. Parce que je ne suis pas un robot. Et le robot, il m'interroge. Il me dit, mais toi, qui es-tu, Emma? Ben moi, je suis un corps vivant. Ah, à condition de savoir que c'est quoi ce truc, quoi. Fragilité. Ben justement, comme je suis un corps vivant, mais j'ai des fragilités physiques, psychiques. Et cette valeur-là, elle est positive. C'est-à-dire qu'effectivement, dans un collectif, on n'est pas toujours premier de cordée. Il y a des hauts et des bas pour des tas de raisons, pour soi-même et pour ses proches. Et si le collectif, quand je ne suis pas à mon top niveau, eh bien, il invente, il est solidaire, il crée, alors là, effectivement, le collectif, je peux lui donner ma confiance. Et le collectif, il tient. Donc la notion de fragilité, contrairement à la modernité qui veut vraiment être sur la force, c'est une valeur très positive, puisque ça permet justement aux humains de faire des choses ensemble. Je vais trop vite, ça demanderait beaucoup plus d'explications. Dans la colonne du nous, alors la sérendipité, c'est un mot, je pense, qui commence à venir. Vous pouvez regarder sur Wikipédia pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est cette qualité d'accueillir l'incertitude avec joie. C'est-à-dire que, de plus en plus, c'est ça qui est vraiment étonnant, c'est qu'il n'arrête pas d'arriver des événements inattendus dans nos vies personnelles jusqu'à la société mondiale. Évidemment, dans les vies d'entreprise, c'est évident. Et si je suis, moi, accueillant, ouvert, intéressé par la nouveauté, l'incertitude, je dirais, immaîtrisable, c'est cette qualité qui s'appelle la sérendipité. Là, je vais vivre mieux. Mais effectivement, c'est une qualité qui n'est pas mise en avant quand on a une volonté de maîtrise, une volonté de puissance. La notion de commun, bon, je passe vite sur cette notion-là, mais c'est comment dans une entreprise, dans une organisation, chacun est important et participe d'une façon ou d'une autre au process, évidemment, de production, mais éventuellement aussi de délibération. La notion d'humilité et de management, c'est-à-dire qu'effectivement, l'ingénieur des ponts que j'étais quand j'arrivais quelque part, c'est que, monsieur l'ingénieur, vous allez me trouver la solution. Et effectivement, quand on vous dit que vous avez trouvé la solution et que le système vous aide,
vous avez des chances de la trouver, mais aujourd'hui, c'est devenu trop complexe, quoi. Plus personne a de la solution tout seul. Et donc, le chef, le manager ou le leader, eh bien, il ne sait pas. Par contre, ce qu'il sait, c'est donner la confiance à son groupe, à ses équipes. Et donc, il fait preuve d'humilité. Humilité, je vous rappelle, c'est le mot, ça vient humus, c'est comme le mot homme. Humilité et humanité, c'est la même racine. Racine, on est de la terre, effectivement, hein, des terreux. Sur le tous, donc là, c'est effectivement mon organisation, mon entreprise, elle est dédiée à plus qu'elle-même, elle est dédiée à toute ou partie de la société, d'où cette notion de service aux humains qui est nécessaire pour que j'ai une dimension en moi-même qui est dédiée à beaucoup plus grand. Bon, et puis là, à Palme, vous êtes bien servi. On n'est pas obligé de saccager la planète quand on fait le job, quoi. Et donc là, c'est un enjeu pour vous qui n'est pas un angle mort, mais la plupart des entreprises, c'est encore beaucoup un angle mort. Hein. J'y reviendrai tout à l'heure. Et qui clôt un peu ces 9 valeurs, mais cette notion de confiance et d'espérance. Nous sommes quand même assez mal barrés au niveau sociétal. Tous nos indicateurs sociétaux sont au rouge, presque. Hein. Climat, biodiversité, sociaux. Et puis on continue, on continue les bêtises, ça rougit de plus en plus. Donc quand même, effectivement, que nos jeunes soient assez angoissés et soient gagnés par la solastalgie, comme on dit aujourd'hui, c'est assez logique, quoi. Rationnellement, il n'y a pas de solution. Mais nous ne sommes pas que des êtres rationnels, nous sommes des corps vivants. Eh bien, si nous ne sommes pas des êtres rationnels, nous sommes des êtres espérants, confiants, qu'on va trouver des solutions là où apparemment il n'y en a pas. C'est cette notion-là fondamentale que, au-delà de la rationalité, alors c'est vrai pour une personne, c'est vrai pour une entreprise, c'est vrai pour une société, c'est vrai pour toute l'humanité aujourd'hui. S'il n'y a pas cette confiance qu'on va trouver alors qu'on ne voit pas, on ne va pas trouver. Mais si on se remet à espérer que oui, on va trouver des solutions pour trouver des chemins inattendus, il y a des chances qu'on les trouve. Ça, les humains sont capables du pire, mais sont capables aussi du meilleur et de l'impossible. Voilà, c'est ça que veut dire cette notion d'espérance. Je termine sur ces 9 valeurs très vite, qui fonctionnent, qui sont un peu la courte échelle les unes aux autres. On peut les prendre des différents endroits, et notamment dans le monde de l'entreprise, des organisations comme celle de PAM. Donc j'étais parti. J'avais terminé la dernière conférence un peu sur ces idées-là. Et puis, je vais vous proposer une approche plus récente, le tableau que vous avez là, qui s'appelle la matrice des civilisations. Je vais vous proposer, toujours sur cette même perspective de comprendre ce qui nous arrive et de ne pas tomber dans l'angoisse généralisée, de voir un horizon quelque peu ensoleillé. Bon, c'est... Oui, laisse-le sur ce schéma-là, puis après on passera sur la deuxième version, puisqu'on va venir sur l'association, puisque c'était à la commande de Joël. Ça, c'est un travail qui est récent, qui est tout neuf, j'aurais tendance à dire. Mon éditeur m'a demandé un petit livre dessus, mais peut-être à la fin de l'année si j'y arrive. Enfin, tout est là, à vrai dire. Quelle est cette proposition que je vous fais? C'est de prendre beaucoup de recul temporel, pour justement dire, mais ce qui nous arrive aujourd'hui, là, dans des siècles passés, c'est déjà arrivé d'une certaine façon. C'est ce passage d'une civilisation à une autre. D'où cette notion de matrice des civilisations. J'aime beaucoup ce mot de matrice parce qu'il est ambigu. Matrice, vous avez à la fois de l'organique, il y a la matrice et le ventre de la mer, et puis vous avez une vision mathématique du mot. Donc c'est un mot génial à vrai dire, parce qu'il est contradictoire en lui-même, et donc il est vraiment intéressant. Parce que moi je reste un ingénieur au fond quand même. Au fond, enfin, j'essaie de penser ce qui se passe. Donc là c'est un peu, ma proposition c'est... Vous voyez, il y a 5000 ans d'histoire sur cette matrice-là. Vous avez sur les colonnes des civilisations, justement, et vous avez sur les lignes des notions. Ce qui me fascine, c'est comment les humains inventent des cultures, des civilisations, ça dure plusieurs siècles, d'une beauté, d'une magnificence, d'une cohérence incroyable, quoi. Mais quand elles arrivent, elles ne sont pas prévues. Donc là, j'ai pris les 5 grandes civilisations, c'est mon travail personnel, donc tout ça, ça demande critique et débat, évidemment, puisque l'idée, si on regarde les 2 dernières colonnes, c'est un peu ça, là, en ce moment, on se trouve en ce moment, pour moi, sur cette ligne-là, on est en train de passer de là à là, dans ma proposition. Et les valeurs émergentes, elles se trouvent ici, dans cette colonne de ce que j'appelle la civilisation de la vie 1, on pourrait revenir aussi sur ces mots-là, et on est encore très, très majoritairement dans le champ de ce que j'appelle la modernité occidentale, qui est une vision très rationnelle du monde. Et ma proposition, c'est que, effectivement, vous voyez, j'ai mis donc quelques dates tout en haut, c'est que les civilisations, elles durent plusieurs siècles, et puis, quand on passe de l'une à l'autre, ça ne se passe pas bien.
C'est assez tragique. Notre expérience historique, c'est que ça ne se passe pas bien. Le passage de la civilisation du Moyen-Âge, absolument magnifique, à celle-ci, également magnifique, c'est les guerres de religion en France et en Angleterre, notamment en Europe. Donc c'est assez tragique ce qui se passe. C'est qu'à un moment donné, moi ce que je dis souvent, c'est que les civilisations, elles meurent des très belles valeurs, de l'excès des valeurs qui l'ont fait naître. Il y a un excès qui fait que ça ne marche plus. Et ici, en ce moment, ce qu'on vit, c'est un excès de rationalité qui marche plus. Voilà. Parce que justement, on n'est pas des robots. Justement, nous ne sommes pas des algorithmes. Et si on dit, vous êtes des algorithmes, vous êtes des robots, vous êtes 0 et 1, il y a quelque chose en nous qui se crispe. Voilà. Donc l'idée, c'est prendre ce grand recul-là. Donc je pars de, on peut dire, des premières cités-États, notamment en Mésopotamie, à cette époque-là. Donc là, je ne vais pas vous raconter tout ça parce qu'on n'a pas le temps, mais vous pouvez éventuellement gamberger. Je me place sur la grande ère civilisationnelle occidentale, mais très grande, puisqu'il y a l'Europe, la Méditerranée, le Proche-Moyen-Orient, c'est la même grande ère. Et suivant les périodes, il y a des points phares dans cette grande ère. Alors, bien sûr, il y a des liens aussi, on le découvre aujourd'hui, il y a même très anciens avec la Chine, avec l'Inde. Bon, j'en parle pas là, mais c'est fascinant, les points de rencontre, même très anciens. Oui, donc je prends tout ce recul-là pour essayer de penser ce qui se passe là, en fait, et qu'on est en train de basculer ici. C'est ça la proposition. Et ici, c'est marginal encore, mais c'est vachement cohérent, quoi. Et c'est enthousiasmant pour ceux qui sont déjà, et ça attire ceux qui sont là, où il y en a qui disent non, je ne veux pas passer. Non, je reste là. Alors, donc, ici, dans la colonne, j'ai donc des notions, qui sont des notions assez intemporelles. Vous voyez, la connaissance, la science, la croyance, la spiritualité. Et j'essaye dans cette matrice de colorer, de spécifier dans ces différentes notions ce qu'elle a d'original, la civilisation en question. Et j'ai juste vous faire le commentaire rapidement sur un peu ces deux-là, puisque c'est un peu ça qui nous intéresse aujourd'hui. Mais on pourra en revenir parce qu'on porte sur notre dos historique. Ça, c'est un peu jungien, inconsciemment souvent. Mais moi, je propose de le rendre conscient, tout ce qu'il y avait avant nous, quoi. Et que ça peut être intéressant. Parce qu'on peut, bien sûr, ne pas le connaître ou l'ignorer. On peut dire, mais attends, mais il y a peut-être des choses précieuses dans cette affaire-là, au service de ce que j'appelle la situation de la vie, où le mot-clé, c'est prendre soin. Le mot-clé de modernité, c'est exploiter. Pour le bien des humains, j'entends. Et ça a été génial. Sauf que là, on n'en peut plus, quoi. La Terre n'en peut plus, et même nous, parce que nous-mêmes, d'exploitants, on est devenus exploités nous-mêmes, par nos propres techniques. Donc l'idée, vous voyez, si je prends la connaissance, et ça, bon, je n'ai pas tout développé, mais pour la modernité, rien ne peut se connaître hors de la science. Je vais vite. La science est très importante, mais, eh bien, comme on voit bien les limites de cette affaire-là, aujourd'hui, on redécouvre qu'on peut connaître, et ça, je vais revenir pour parler tout à l'heure, on peut connaître, c'est un joli mot, connaître, connaissance, naître avec. C'est pas le même mot que science. On peut connaître par d'autres biais. Par le biais, bien sûr, de notre sensibilité, par le biais de l'art. Là, je regarde Zoé et Ferdinand, et Joël aussi. Oui, l'art est de connaître au sens de profondément de naître avec. Par l'imagination, par la spiritualité. Ça redevient possible. La science aussi reste pas importante. L'idée que la science, pour la modernité, la science est pour exploiter la nature, pour la connaître, trouver les équations physico-mathématiques à partir du XVIIe siècle, et après exploiter. Et ça a super marché, quoi. Non, la science, on en a toujours besoin, mais le mot-clé, c'est la vie dans ce temps qui vient. Donc la science, on en a toujours besoin pour nous expliquer comment ça marche dans les écosystèmes, les relations entre toutes les entités d'un écosystème, mais pas pour exploiter l'écosystème, pour lui donner encore un surcroît de vie. Donc la science principale, c'est plus les maths, c'est l'écologie. Science éminemment interdisciplinaire, donc éminemment maltraitée dans le système universitaire mondial, pas seulement français. Donc l'écologie, c'est la science des sciences dans le monde qui vient. Elle va avoir besoin des mathématiques, de la biologie, de la sociologie, de la géologie, et elle va essayer de mettre tout en branle pour essayer de comprendre comment ça marche dans un écosystème. Bon, j'aimerais continuer, mais je pense que le temps passe. Ça demanderait effectivement beaucoup d'explications. Donc, dans le petit bouquet qu'il faut que j'écrive, il faut que je raconte à la fois toutes les lignes et toutes les colonnes. Ça, c'est important quand même sur la croyance.
Pour la modernité, la croyance qui va petit à petit être générée, c'est que le réel est mathématisable. Ça, c'est Galilée qui prononce cet axiome en 1623. Le monde est écrit en langage mathématique. Ça va lancer la modernité. Et, voilà. Et ensuite, ils vont trouver, les savants, toutes ces équations physico-mathématiques qui régissent les éléments du monde. C'est génial ce qui s'est passé. C'est là qu'il fallait être. Bon, sauf que maintenant, ça ne nous intéresse plus vraiment, justement, parce que la promesse était que c'était maîtrisable, hein, et que par la connaissance du déterminisme de la nature, on allait tout maîtriser au service des humains. Bon, on voit que ça ne marche plus. Mais qu'est-ce qui nous intéresse? C'est que le réel, vous voyez, je suis là ce matin, vous ne savez pas trop ce qui allait se passer, moi non plus, ça surgit. C'était pas prévu. Ah, ça, si ça n'est pas prévu, c'est que c'est vraiment réel. Hein. C'est un truc qui se passe qui était prévu, c'est pas très intéressant. Hein. Ce qui va nous enthousiasmer de plus en plus, d'où la qualité de sérendipité, c'est ce qui était imprévu qui tout d'un coup apparaît comme événement et effectivement voilà, nous emmène ailleurs. Hein. Voilà, donc cette question du surgissement. Donc au niveau de la spiritualité, c'est l'esprit, c'est ce qui nous soulève, hein, c'est le souffle. Hein. Eh bien, effectivement, que le monde soit intelligible pour la modernité, c'est magnifique. Einstein le dit. Ce qui est incroyable, c'est que le monde soit intelligible, au moins en partie. Le problème de la modernité, c'est qu'elle dit rien en dehors de l'intelligibilité. Mais l'intelligibilité, elle est magnifique, à condition de dire, tiens, peut-être pas tout, quoi. Et donc, effectivement, le peut-être pas tout fait que ce qui va nous soulever, et ça, je commence à avoir du monde, et vous en faites en partie, c'est que, effectivement, la vie, elle est créatrice dans la diversité, quoi. Ça, c'est incroyable, quoi. Ça nous fascine, enfin, ça me fascine, je ne sais pas ce que vous en pensez. Les valeurs fondamentales les plus importantes, on passe des valeurs dites rationnelles aux valeurs relationnelles. Donc, ce qui est vraiment le plus important, c'est qu'on est tous liés les uns aux autres et on n'est plus coupés par le dualisme cartésien. Donc, je dis on passe d'une situation qui est fondée sur la puissance du rationnel à une qui va être fondée sur la puissance du relationnel. Donc, l'immense importance des relations, et que là, c'est pas que les qualités, effectivement, je dirais techniques qui sont mises en place. Voilà, je reviens sur le deuxième. Donc, notamment, on va rester sur les trois premières lignes, institutions, entreprises et associations. Une institution, les sociétés humaines ont besoin d'institutions pour ne pas partir en guerre civile. C'est-à-dire que c'est des lieux qui, pour moi, sont les lieux qui protègent les valeurs fondamentales de la civilisation en question. Donc, notamment, les valeurs de la modernité sont autour de la rationalité, hein, de catégoriser le monde, de le rationaliser, c'est tous les mots qu'on utilise, hein, optimiser, rationaliser, objectiver, modéliser, financiariser, numériser, tout ça, ça va en même temps. C'est très cohérent. Et nos institutions publiques, collectives, elles sont faites pour tenir le réel dans ces cases-là. Elles sont faites pour protéger l'objectivité du monde. C'est le dualisme cartésien, sujet-objet. Donc d'abord, c'est les éléments de la nature qui sont des objets, puis les animaux, puis aujourd'hui les humains sont objectivés eux-mêmes. C'est là où ça commence à coincer dur. Hein. Mais en fait, c'est ce qui se passe. Hein. Et nos institutions ne peuvent pas faire autrement que ça. C'est pour ça que c'est un peu mal barré. C'est leur job. Le corps des ponts et chaussées, son boulot, c'est vraiment ça. On ne peut pas lui demander de passer dans la case suivante, d'organiser les interdépendances. C'est pas possible. Les humains, oui, mais pas l'organisation institutionnelle. C'est ça ma thèse fondamentale, donc qui est très subversive. Hein. Donc l'idée, c'est que nos institutions, on en a absolument besoin pour tenir ensemble, et vont protéger ceux à quoi on croit tous ensemble. Et si maintenant, ou à venir, nous sommes en train de croire que ce qui est le plus précieux, c'est toutes nos relations, toutes nos interdépendances, les humains, tous les vivants et les éléments de la nature, ben, ce n'est pas les mêmes institutions. Voilà ma proposition. Mais elles sont en train de s'inventer, ces institutions, dans d'autres lieux. Et ces lieux, c'est des lieux que je vais appeler une entreprise. Et avec un nouveau mot que je vous propose, c'est d'appeler ça des entredonnes. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise? Une entreprise, les humains, nous sommes des faiseurs. On doit absolument se mettre ensemble pour faire des choses ensemble. Nous sommes des êtres éminemment sociaux, les humains, parmi les animaux les plus sociaux. Tout seul, on peut strictement rien faire. Et donc, une entreprise, c'est une communauté humaine qui fait des choses pour d'autres, qui produit des biens. Alors, elle produit des biens depuis longtemps. Alors, pendant la modernité, cette production de biens, ce qui est important, c'est de la quantifier, toujours plus de biens, quantification, et on la mesure. Et on la mesure avec des chiffres et donc de l'argent. Donc, le néolibéralisme n'est que la pointe avancée de cette affaire-là. Alors, à mon avis, effectivement, qui à ce moment-là part en vrille. Mais donc, ça produit de la quantité et de la mesure en argent. Bon. Dans le monde qui vient, c'est plus ça l'important, puisque c'est la qualité des relations qui importe. C'est justement les interdépendances. Et ma proposition, c'est d'appeler plus ça des entreprises, ou entreprendre, mais des entredonnes, ou entredonner. Et je propose que Palm soit une entredonne.
C'est-à-dire que ce qui devient principal, c'est entredonner les choses pour d'autres. Bien sûr qu'il y a besoin d'un peu d'argent, mais ça c'est un moyen. L'argent devient un moyen et non plus une fin. La tragédie qui nous arrive sur l'avant-dernière colonne, c'est que les moyens sont devenus des fins. La technique, c'est devenu la fin. Les algorithmes sont devenus des fins. L'argent, c'est devenu la fin. Non, une entreprise, c'est pas un centre de profit. C'est d'abord des gens qui font des choses ensemble pour d'autres. Bon, c'est un peu du bon sens, ceci dit, comme on l'a perdu, ça part mal. Et donc, la position d'entre-donne, voilà, et donc qui est de lieu où on va produire donc de la qualité en prenant soin de nos liens, de tous les humains entre nous, mais et c'est pour ça que c'est très enthousiasmant avec tous les autres vivants. On va y revenir aussi rapidement. Et qu'est-ce que c'est qu'une association potentiellement? Une association, bon, ad socius en latin, c'est agir ensemble, c'est pour faire ensemble. On s'associe pour, vers. Hein. Bon, alors pour la modernité, il y a toujours le bien-être des humains, c'est un humanisme la modernité. Tout est centré sur les humains. Hein. Donc l'association, elle est là pour apporter du bien-être aux humains. Hein. Dans les temps qui dans ce monde qui vient, on va reprendre ce mot-là, eh bien, nous élargissons à tous les vivants. Donc l'association, elle est le lieu qui améliore et qui produit de la vie, un plus de vie. Voilà l'idée un peu fondamentale que je vais vous déployer maintenant. Bon, on pourrait continuer sur les différentes cases ou lignes, mais je vais m'arrêter là parce que voilà, on a un temps un peu trop court. Dans l'article que Joël parlait tout à l'heure, je vais décrire ça un peu plus, d'un point de vue plus du texte. Et je vous propose là maintenant d'essayer de réfléchir à Palm lui-même. Donc je prends un peu effectivement ce que je me prévois d'écrire dans ce petit article là d'une vingtaine de pages. Alors pour ça, j'ai discuté bien sûr avec Joël, mais Palm, c'est quoi aujourd'hui déjà? Ça a déjà été pas mal dit ce matin. Donc c'est déjà un réseau de professionnels. Donc c'est un réseau dont la mission est de révéler les savoir-être et les savoir-faire de ses membres au profit de la communauté. Ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est un réseau de réseaux. Dans la francophonie, ce sont des collectivités, des aménageurs, des entreprises, des réseaux d'entreprises. Et qu'est-ce que vous faites ensemble? Eh bien, vous gérez des territoires économiques cohérents et respectueux de l'homme et de l'environnement. Et c'est bien le LME de Palm, labellisé maîtrise de l'environnement. Alors là, on est bien dans cette modernité technique, labellisée, on catégorise, maîtrise, environnement, et c'est pas écologie qui est marqué. Hein. En fait, l'environnement, il est dans cette case-là. L'environnement, c'est une vision technicienne de l'écologie. Je vais un peu vite aussi. Hein. Donc, vous n'êtes pas encore labellisé maîtrise de l'écologie. Hein. Il faudra changer un peu le nom peut-être. Mais donc, vous êtes bon, quoi. C'est bon dans la vision technicienne du monde, je dirais rationnelle, impeccable. Il y a les germes de la suite, hein, évidemment, dans tout ça. Mais donc, vous étiez déjà bien comme il faut, si je puis dire. Bon, ça a quand même été difficile à démarrer. Hein. Donc, c'est l'idée du développement durable. On reste dans cette vision moderne, qu'avec la technique, on va y arriver, quoi. Non, on va pas y arriver, mais on y croyait encore. Et puis là, Joël me disait aussi, Palm agit sur les consciences, dans le but d'accélérer la transition écologique vers des territoires vivants et résilients. Alors là, c'est top, ça. Palm agit sur les consciences, et c'est ce qu'il disait, hein. Je ne sais pas si c'est dans vos statuts, ça, mais c'est génial. Ça. Palm agit sur les consciences dans le but d'accélérer la transition écologique, on y est, vers les territoires vivants, on y est aussi, et résilients. Ben oui, parce que ça va un peu mal se passer quand même à court terme. Et puis les valeurs principales de Palm sont l'agilité, l'ouverture, le partage, la convivialité et la disruption. Ah, la disruption, ça c'est pas mal ça. On a pu mettre la discontinuité, mais disruption c'est un mot plus à la mode. Vous y êtes quoi. Vous avez ce qu'il faut pour passer, pour transiter, pour vous métamorphoser, pour basculer, hein, un peu tous les mots qu'on veut, à la fois de la continuité et puis des sauts. Hein. Donc là je suis invité par Joël à vous proposer un saut, bon, peut-être un peu vertigineux, on va dire comme ça, vous allez vous dire ce que vous en pensez, sur voilà, de participer dans cette colonne-là, d'y aller plein pied, quoi. Parce que cette colonne-là, c'est une immense et belle cohérence, mais vous voyez bien qu'il y a une rupture très profonde avec ici. Il y a de la continuité, mais je vais insister sur la rupture, on n'aime pas trop ça, mais pour se rendre compte, il faut y aller, quoi. C'est ma proposition. Or, donc dans ce temps qui vient, puisque la grande nouveauté, c'est l'élargissement des relations au-delà des humains à tous les vivants, à tous les êtres vivants autres qu'humains, animaux et végétaux. Et donc ma proposition, c'est qu'à Palm même, dans Palm, il y a des nouveaux membres qui apparaissent.
et de nouveaux membres soient justement, des animaux, des végétaux, des entités vivantes, une forêt, une rivière, une prairie, un champ cultivé. Alors, des entités, voilà, de la biodiversité à inventer. Et ça, évidemment, vous êtes sur des territoires, donc ça, c'est pas ça qui manque. Hein. Et comment vous les regardez? Est-ce que vous les regardez comme des entités à part entière, à la fois comme système et comme individu? Voilà ma proposition. C'est que dans cette civilisation de la vie, tout être vivant, et pas seulement les humains, a une égale dignité. Cette dignité, ça c'est la modernité, elle nous a apporté ça. Hein. C'est très important, cette égale dignité de tous les êtres humains, au moins en principe. Hein. C'est Kant qui est vraiment le philosophe, Kant qui a posé très, 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 très fortement. Ça, on ne va pas l'oublier. Pour ça, l'individuation, c'est fondamental. Hein. Chacun est différent, d'égale dignité. Eh bien, cette égale dignité, là, elle s'élargit à tous les êtres vivants, au moins dans ses principes. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Eh bien, si on en fait quelque chose, il se passe quelque chose de nouveau, et qui pourrait dire que ça donne une nouvelle formulation de la finalité de Palme que je vous propose. Ça pourrait être pour Palme, ménager les territoires pour que les activités des humains soient orientées vers un plus de vie de tous les vivants. Ménager les territoires pour que les activités des humains soient orientées vers un plus de vie de tous les vivants. Ben, si vous dites ça, à mon avis, vous allez avoir des jeunes de 20-25 ans qui vont venir. Hein. C'est quoi Palme? C'est trop fort ça. Hein. Ceux de AgroParisTech, vous avez peut-être vu la vidéo d'AgroParisTech pour certains d'entre vous qui disent on n'en peut plus, on se barre. Bah, ils disent moi je viens là. Hein. Enfin, je vais vite, je vais voir qu'il y a quelques-uns qui opinent de la tête. Mais si c'est voilà, si c'est pour faire comme on fait jusqu'à maintenant, non, moi je vais faire autre chose. Je vais à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Donc l'idée fondamentale, vous voyez, c'est de renouveler profondément aussi les relations. Et ça renouvelle profondément la relation entre les humains. Nous, les humains, on passe notre temps entre nous. On passe le temps à nous disputer les uns avec les autres. Si nous nous décentrons et nous regardons vers et qu'on est au service des autres vivants, l'expérience que j'expérimente, mais qu'on peut expérimenter assez vite, c'est que nos relations se pacifient et s'apaisent. Si on regarde ensemble la même direction et puis seulement au milieu là, des humains, nos disputes s'apaisent. Et une énergie nouvelle nous prend. Et je pense que c'est ça qui est vraiment extraordinaire qui se passe. Ça, c'est parce que s'il ne s'agit pas de dire il faut aller là parce qu'il faut y aller. Ça ne marche pas. Il faut y aller là parce que ça a bon goût, parce que ça me plaît, parce que c'est la joie, parce que c'est l'expérience. Alors bien sûr, il y a des raisons morales, des raisons philosophiques, des raisons éthiques, que ça vaut le coup. Et c'est un peu ça que j'essaie de travailler, que oui, ça tient debout d'un point de vue de la pensée. Mais le fond du fond, c'est qu'il y a une énergie profonde, un désir, une joie. Et ça, il faut le goûter, il faut l'expérimenter. Et si on ne l'expérimente pas, on ne peut pas. Hein. Mais si on l'expérimente, bien sûr par des protocoles, par des dispositifs, mais c'est ça qui me plaît, quoi. Alors, je vous fais maintenant une proposition pour terminer de comment faire Comment faire cette utopie-là? Je propose quatre petits items. Se connaître et s'apprécier, décider et délibérer, décider, pardon, orienter la production et instituer. Se connaître et s'apprécier. C'est-à-dire que sur un territoire, se connaître et s'apprécier entre les humains, c'est ce que vous faites déjà, et bien là, il faut aller au-delà. Il faut se connaître et s'apprécier avec les autres vivants de ce territoire. Donc, je vais parler des animaux, des plantes, des écosystèmes. Alors, pour ça, on a déjà la science. La science, elle est magnifique. Hein, elle nous explique comment ça marche et c'est déjà magnifique. Il faut continuer. Hein. Donc, inviter avec vous toujours des éthologues, des écologues, des géologues, des agrobiologues, bref, toutes les sciences qui participent de la compréhension du fonctionnement des écosystèmes. Mais on peut aller bien au-delà, justement pour trouver ce goût-là. Bon, il y a cette idée d'expérimenter des protocoles ou des dispositifs de relations sensibles. Alors, il y en a une qui est très connue maintenant, hein, c'est d'embrasser les arbres. C'est pas folklore, hein, si vous faites vraiment l'expérience sérieusement. Hein. Mais il y a plein d'autres choses qui s'inventent en ce moment. Comment, dans sa sensibilité profonde, on essaie de se relier, au-delà du rationnel, à un autre être. Et vivant, alors on peut le faire avec des rochers, mais avec un autre être vivant, il y a quelque chose de... On sait bien ça c'est quand même génial. Hein. Moi, voilà. On regarde ces arbres-là, et je sais qu'il y a peut-être 700 ou 800 millions d'années, nous avions le même ancêtre. C'est incroyable ça. Alors, la science aujourd'hui, les grands spirituels savaient déjà ça, hein,
Mais la science d'aujourd'hui nous redonne cette croyance, parce que moi, j'y étais pas il y a 700 millions d'années, mais on me raconte cette histoire, auquel je crois, je pense que nous croyons tous. Maintenant que nous sommes frères, dans la grande, grande distance. Et donc, avec un frère, une sœur, attendez, on fait un peu gaffe, quoi, non? Bien sûr, il faut faire ce saut temporel. Mais c'est effectivement le temps et l'espace. Oui, le temps et l'espace, c'est plus un truc comme ça, linéaire, x, y, z, t, quoi. Il y a quelque chose, il y a un rapport au temps et l'espace qui est en train de changer et de se réouvrir de façon différente. Vous voyez. Donc là, on est sur des choses dites philosophiques. Oh, de l'intuition aussi, de la sensibilité. Bref, donc on peut se relier voilà, avec des dispositifs. C'est ça, ça s'invente un peu dans les marges en ce moment. Vous pourriez peut-être en inventer. Alors bien sûr, mettre des bidons sur les zones, c'est super. Hein, ça permet de se mettre en relation différemment. Et comment vous faites avec ce qui se passe sur vos zones d'activité, là, avec les petites fleurs, avec les animaux, avec les rivières, avec les arbres? Bon. Donc il y a des gens qui essayent en ce moment d'expérimenter des choses. Évidemment, quand on a expérimenté, on peut plus se comporter après et qu'on a ressenti une relation, une connexion, comme on dit aussi. C'est plus pareil. L'art est une autre voie, évidemment, d'entrer en lien par l'invisible, par l'émotion, par l'intériorité. Et les grandes traditions spirituelles le peuvent aussi. Quand on va chercher dans leur profondeur, des grandes traditions connues sur la planète aujourd'hui, et puis des nouvelles sont en train de s'inventer. Des anciennes sont en train d'être retrouvées autour de l'animisme, du chamanisme, pour ceux qui cherchent de ce côté-là, sont recherchées pour toujours se mettre en lien. Et puis des nouvelles s'inventent. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ces travaux-là du côté de l'éco-psychologie, de l'écoféminisme. Plein de choses s'inventent. En tout cas, il y a du peps de ce côté-là. Hein. C'est pas le spleen. Bref, donc, se connaître et s'apprécier par différentes façons. Parce qu'après, bien sûr, la relation, une fois qu'on a connecté avec quelqu'un, on ne peut plus faire pareil. On ne peut plus le dominer et l'exploiter comme on le faisait. Délibérer et décider. Alors là, ça c'est un truc, comment on va faire quoi? Comment on va inviter à la table de la discussion, de la négociation, les autres vivants qui ne sont pas les humains? Alors là aussi, des choses s'inventent en ce moment. Peut-être que vous avez entendu parler du Parlement de la Loire. Très belle démarche depuis quelques années. Ou comment sur l'ensemble de la vallée du fleuve Loire, eh bien, les humains essayent de faire parler les saumons, les arbres, les grains de sable, pour dire comment, tous ensemble, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse quoi. Et pas seulement les humains. D'abord, les humains, déjà, il y en a plein de sortes différents. Hein. Déjà, on n'y arrive pas bien. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on amène dans la table de négociation les autres entités, tout d'un coup, des choses se passent et on sort de nos conflits. De deux conflits où on n'arrive pas à en sortir. Donc cette idée, donc effectivement, si on est dans l'art de la parole, est un art humain de parler avec des mots. Donc effectivement, si on invite à la table de négociation, il faut que des humains parlent à la place d'eux. Donc c'est ce travail-là, pour se parler à la place d'eux, il faut connaître. Si on veut parler à la place des abeilles, là je regarde Henri, puisqu'il s'y connaît bien en abeilles, ou d'une rivière, eh bien comment je parle au nom d'eux, de l'intérêt d'eux. Donc, bien sûr, il y a de la science pour ça, mais il y a aussi de la sensibilité. Et donc, c'est ça qui est en train de s'inventer ou de s'expérimenter dans certains lieux qui sont peu connus aujourd'hui et qui ne font pas la une des médias. Hein. Néanmoins, vous avez peut-être entendu parler qu'il y a des entités, c'est la Nouvelle-Zélande qui a ouvert ça la première il y a quelques années, des droits juridiques ont été donnés à une vallée. Hein. Maintenant, il y en a un peu plus, il y a des lacs aux États-Unis, enfin, ça commence à venir, hein, des parties d'Amazonie, enfin, en tout cas, des débats là-dessus. Donner des droits juridiques, le droit est très inventif quand on va de ce côté-là aussi, à des entités non humaines. Et donc, il faut qu'ils soient représentés. Quand si on a un droit pour pouvoir ester en justice, il faut pouvoir être représenté par des humains. Donc, est-ce que vous n'avez pas à faire ça, vous aussi, chez Apalm, amener à la table de discussion sur vos parcs d'activité des entités non humaines, donc pour délibérer et décider des compromis. Parce que, effectivement, les intérêts sont contradictoires. Donc, c'est pas facile. Un compromis, c'est un joli mot, hein, une promesse commune. Donc, on touille la question dans une contradiction et on décide ce qu'on fait. Voilà. On sait bien déjà qu'entre les humains, c'est difficile, mais ce que je vous dis, c'est que quand on met les autres humains, c'est peut-être moins difficile. C'est ça un peu le miracle, pour ceux qui expérimentent. Proposition. Donc voilà. Donc ça, c'est quand même... mais c'est vertigineux ce que je vous raconte là. Ben peut-être, oui, mais est-ce qu'on a le choix? Dans ce cas, voilà, je vais revenir. Orienter la production. Donc, sur un parc d'activité labellisé maîtrise de l'environnement, les humains produisent. Alors, ils produisent pour les humains jusqu'à maintenant.
En tous les cas, c'est une optique. Sauf que pour produire, on sait bien qu'il faut la collaboration un peu forcée de tous les autres vivants, ou pas vivants d'ailleurs, hein, toutes les ressources. Eh bien, si nous faisions attention à ces dites ressources, c'est un mot assez piégeant, hein, ressources. Hein, je préfère retirer source. Ça vient d'une source. Hein. Donc, ressource, c'est souvent un mot qui est un peu technicisé là encore. Hein. Donc, si on prend la source, eh bien, donc, puisque le job consiste à augmenter la vie, à augmenter la biodiversité, et non pas à la diminuer, eh bien, quand on fabrique quelque chose dans une entreprise, dans une entredonne, eh bien, comment en même temps j'augmente la biodiversité? Comment j'augmente la vie? En collaboration avec ceux qui y participent, donc l'ensemble des humains et des autres vivants. Et à ce moment-là, il y a une rétribution qui doit arriver. Mais la rétribution des autres vivants, ce n'est pas de l'argent. Et d'ailleurs, pour les humains, c'est de moins en moins de l'argent, à mon avis. Hein. Donc, c'est plutôt du don entre dons, de la réciprocité à inventer. Voilà. Donc voilà, je dis quelque chose qui parle. Ah, c'est quoi ce truc? Ben oui, mais oui, c'est tout un champ extraordinaire à expérimenter. En tout cas, aujourd'hui, moi, je connais des jeunes entreprises entre donnes, toutes jeunes, qui disent c'est ça qui m'intéresse. Bien sûr, elles ne font pas la une de la presse. Donc, cette idée d'orienter la production pour un plus de vie de tous les vivants du parc d'activité en question. Et enfin, instituer, c'est-à-dire créer ces nouvelles institutions pour stabiliser les choses. Une institution, c'est le mot, le ST d'institution, c'est stable. On cale un peu les choses pour que ça tienne un certain temps, quand même longtemps. Surtout si on croit à quelque chose, on y croit pour l'éternité en général. Et bon, parce qu'effectivement, il faut un peu stabiliser. Une fois qu'on a trouvé des choses qui fonctionnent, on va essayer de dire, voilà, ça fonctionne à peu près. Donc maintenant, je vais essayer de le tenir. Donc c'est là où le droit devient important hein, et inventif. Il faut dire, je stabilise les choses parce qu'il peut y avoir des changements de personnes, enfin des individus qui disent, non, mais moi, je ne veux plus être d'accord avec ça, je veux revenir autrement. Non, il faut un peu protéger justement ce qu'on a découvert, ce qu'on a stabilisé. Et donc, est-ce que Palm peut instituer des modes de fonctionnement avec toutes ces entités vivantes non humaines? Et il me semble que par rapport aux collectivités, vous avez un avantage absolument considérable. Les collectivités et les institutions publiques sont vraiment, vraiment très coincées dans la modernité rationnelle. Hein. Vous êtes un collectif, vous êtes des entreprenants, vous avez une fluidité, vous avez une liberté. Donc vous êtes, je pense, un peu une pointe avancée. Vous pouvez être en avance, vraiment de phase, pour inventer les choses. Avec prudence, avec intelligence, évidemment, tout ça, ça va de soi. Et donc, l'idée, c'est que vous puissiez être voilà, un peu la tête chercheuse de l'ensemble de ce monde qui est en train qui forcément va devoir y passer quelque part. Je ne sais pas comment il va faire. Hein. Je ne sais pas comment les institutions étatiques ou collectives vont y arriver parce que elles sont même très, vous le vivez. Hein, elles sont très plantées dans tous les sens du mot dans une rationalisation du monde. Quoi. Or là, il faut vraiment en sortir. Quoi. Bon, en tout cas, vous en êtes déjà sorti. Vous n'êtes jamais vraiment complètement entré dedans. Donc c'est ça votre chance. Et surtout votre grande utilité, si je puis dire, hein, comme tête chercheuse. Voilà, je conclus avec cette conclusion que j'ai appelée un peu utopique, mais en donnant à ce mot de utopie, qui est un mot grec, c'est son étymologie. Utopie, c'est topos. Topos, c'est le lieu. Hein. Il y a deux possibilités pour ce préfixe u. C'est ou, en grec, c'est la négation, ou c'est c'est le bonheur. Donc c'est soit le topos qui n'est pas encore là, qui n'est pas là, que moi je dis qui est à l'horizon, qui est à venir, un lieu à venir, et topos, c'est bon, quoi. Donc c'est un lieu à venir bon, en tout cas désirable, comme on dit aujourd'hui. Donc ma proposition, oui, c'est une proposition utopique dans ce sens-là. Il y a un horizon désirable, à condition de le désirer, et il me paraît désirable, il y a déjà des personnes qui y sont passées un peu, et que c'est cette proposition-là que je vous fais rapidement, en vous disant, mais est-ce qu'on a le choix de la vie ou pas? Je pense que nous, les humains vivants, on a une pulsion de vie qui est inconsciente. On peut y rajouter de la conscience. Nous sommes aussi des êtres conscients. Même s'il y a une grande partie inconsciente, il y a des êtres conscients. Et si on tient les deux sur consciemment, on veut aller vers la vie et que inconsciemment, on a cette pulsion de vie, ça va le faire. Vous voyez, cette espérance, elle est disponible. Cette confiance, elle est disponible. En tout cas, si on ne le fait pas, vous voyez bien que tout le système, il nous emmène dans le mur à vitesse grand V et ça coince, quoi, pour des tas de raisons. Donc, qu'est-ce qui est utopique là-dedans? Qu'est-ce qui est utopique? Est-ce que c'est la vie qui est utopique? Oui.
Mais la vie, elle n'est pas rationnelle au fond, quoi. Elle n'est pas maîtrisable au fond. Elle est créatrice en permanence de choses qu'on n'a jamais vues. Sinon, c'est pas la vie. Sinon, c'est la mort, justement. Donc, la proposition fondamentale, c'est allez-y dans cette utopie-là. Et peut-être que vous allez entraîner du monde derrière vous. Voilà, je vous remercie.